Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast des Moonlight Flowers. Nous sommes toujours une association étudiante qui organise un atelier d'écriture tous les mardis de 18 à 20h au foyer de lettres du Gai Savoir à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Et nous sommes ici terriblement en retard car nous sommes le 6 novembre pour un podcast spécial Halloween. On va être sur un hors-série, sur un format beaucoup plus détendu, où on va juste parler de trucs qui font peur. Alors, on va évidemment parler de livres, parce que c'est ça notre fond de commerce, si j'ose dire, mais on va aussi parler de films, de podcasts, peut-être même de séries dans un autre genre. Et voilà, c'est un épisode spécial, on fait ce qu'on veut. Je suis accompagné aujourd'hui de Casper. Bonsoir Casper. Bonsoir. Et de Marius. Bonsoir Marius. Bonsoir Ludo. Et nous avons plein de sujets à évoquer, alors on a essayé de faire un petit peu nos devoirs quand même, c'est-à-dire qu'on s'est dit à peu près de quoi on envisageait de parler, donc on a essayé de se renseigner un petit peu, si on ne les avait pas vus ou pas lus, sur ce que les autres suggéraient. Et j'aimerais qu'on commence par, pour faire la liaison avec le podcast précédent, qui est sur Good Omens de Terry Pratchett de Neil Gaiman, qu'on commence par parler de Coraline, qui est l'un de mes traumatismes d'enfance. Un traumatisme si violent que j'avais lu le livre durant mes tendres années et il m'avait fait très très peur. Et du coup, j'ai vu le film il y a maintenant quelque chose comme un mois. Je m'étais interdit de voir le film et ça va. C'est pas si effrayant que ça. Le film, je veux dire, le livre est terrifiant, mais le film n'est pas si effrayant que ça, et je suis prêt à encourager très très fort les petits comme les grands à se mettre en contact avec cette œuvre, quelle que soit sa forme. Vous en avez pensé quoi ? Alors moi j'ai découvert Coraline que récemment, c'est-à-dire que j'ai vu le film il y a peu de temps et j'ai fini le dernier chapitre aujourd'hui du roman. Et sincèrement, je redoutais, parce qu'on m'avait parlé comme quoi la Coraline c'était le truc très très effrayant. Alors, le film fait pas tant que ça peur comparé au livre. Mais par contre, j'encourage tout le monde à le lire. Il est très très sympa. Tu faisais une comparaison en disant que Coraline c'est Alice au Pays des Merveilles chez Lovecraft. Et j'adore cette comparaison parce que ça représente bien le livre. Et je suis même d'avis qu'il faut le partager et le mettre dans toutes les mains. Après, en fonction de la sensibilité, c'est sûr que si vous avez votre petite sœur de 8 ans qui, vous savez, qui est très sensible et qui peut facilement faire des cauchemars, on va peut-être éviter, ou sinon l'accompagner autour. Mais vraiment, j'encourage beaucoup de gens et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce livre et du film. Alors pour le coup, moi j'ai pas très bien fait mes devoirs parce que j'ai vu que le film et j'ai pas lu le livre. Oui, shame on me, je sais. En plus, parce que j'étais malade, t'as eu du temps supplémentaire pour le lire, donc t'as vraiment aucune excuse. Mais du coup, le film est sympa. Je me suis un peu fait chier au début parce que ça met du temps à démarrer. Mais sinon c'est sympa et ouais, je le conseille vraiment pour les enfants à partir de, 8 ans je dirais. Alors, je connais des gens qui ne seraient pas du tout d'accord avec toi, parce que j'ai vu le film avec une amie commune à nous, avec Marie, coucou Marie, qui, c'est trop con, j'aurais dû enregistrer sa réaction après qu'on a vu le film, parce que ce n'est pas un film pour enfants, nous dira-t-elle, exactement sur ce ton-là. Effectivement, il y a eu un débat hors podcast. On avait commencé à débattre et on s'était dit, bon, on va s'arrêter, on va peut-être faire ce débat pendant le podcast de qu'est-ce qui est réellement un film pour enfants. Parce qu'effectivement, en soi, cette œuvre, je la conseille à tous, mais il y a des passages où on peut se dire, mais à quel moment les gars, ils se sont dit, on va mettre ça dans un film pour enfants. Alors, en lisant le livre, moi, je me dis, le livre me fait tellement plus peur que le film, donc ça allait. Mais je pense que j'aurais vu ça à 8 ans, comme conseille Marius, j'en aurais pas dormi pendant plusieurs mois. Parce que peut-être on va faire un mini résumé de Coraline pour situer un peu les personnages et tout ça avant de pouvoir débattre. Oui. Donc Coraline est une enfant d'environ 9-10 ans qui vient d'emménager dans une grande maison qui a été divisée en plusieurs appartements, un petit peu comme chez moi. Voilà, nous sommes chez moi ici. Ma maison, c'est un peu comme celle de Coraline. Et elle emménage avec ses parents qui travaillent dans l'informatique et qui travaillent beaucoup et qui s'occupent pas beaucoup d'elle, et donc elle s'emmerde quelque chose de terrible.
Et elle se rend compte qu'il y a dans sa maison une porte qui est condamnée. C'est-à-dire on ouvre la porte, il y a un mur de briques quand on ouvre la porte, parce que c'est là que les appartements, enfin que la maison a été divisée. Et un jour, une nuit, elle se lève, elle ouvre la porte et effectivement, il n'y a plus de mur de briques. Et donc de l'autre côté, il y a des choses, il y a une espèce de version parallèle de sa maison, avec une version parallèle de ses parents. Et à partir de là, tout part en cacahuète. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, quand on parle par exemple de la mère de Coraline, c'est sa mère réelle et l'autre mère. En fait, tous les autres personnages, à chaque fois, Coraline les appelle l'autre père, l'autre mère, l'autre mademoiselle, je ne sais plus qui, les voisines, etc. Elle dit l'autre pour quelque chose, pour indiquer l'autre monde. Et après, bon, il y a quelques différences. On va parler de porte, mais ceux qui ont vu le film ou qui ont vu juste des images, parce qu'il y a une image qui est assez connue de Coraline, c'est une petite, toute petite porte où elle passe à quatre pattes dans un espèce de tunnel coloré. Dans le livre, c'est juste une porte classique, comme il peut avoir dans n'importe quelle porte de n'importe quel vieil appartement ou n'importe quel vieil immeuble ou qui a été condamné. Donc il y a ce genre de petits détails qui changent. Donc pour pouvoir suivre nos propos, c'est des choses à savoir. Mais... Voilà, et la principale. Bon, la grosse différence entre. Il y a deux grosses différences entre le. Trois. C'est bon, je vais y arriver. Il y a trois grosses différences, je trouve, entre le film et le livre. La première différence, c'est que la Coraline du livre est infiniment plus intelligente que la Coraline du film. Elle est beaucoup plus indépendante, elle se débrouille beaucoup plus toute seule, et je trouve que ça rend le livre plus effrayant que le film, dans la mesure où, justement, elle n'est pas stupide, elle sait. Il y a qu'un seul moment où la Coraline du livre, je me suis dit, tu aurais pu remarquer ça avant quand même. C'était un peu gros. Dans le film, elle doit souvent être sauvée de l'extérieur, ce qui n'arrive jamais dans le livre. Dans le livre, elle est absolument toute seule, sauf à un ou deux moments près, avec le chat. Du coup, ça rend tout beaucoup plus effrayant. Deuxième grosse différence, la caractéristique du monde réel dans le livre, c'est qu'il est chiant. La caractéristique du monde réel dans le film, c'est que, en tout cas au début, je le trouve plus flippant que l'autre monde. Genre vraiment, ils sont tous terrifiants, les personnages en pâte à modeler du monde réel dans le film. Notamment le voisin du dessus, là, qui est une espèce de russe gymnaste pédophile bizarre. Là. Et la troisième différence, c'est l'ajout d'un personnage que je trouve complètement dispensable dans le film. Voilà. Le petit garçon, là, son petit voisin, le petit-fils de la propriétaire, il n'est absolument pas dans le livre. D'ailleurs, il ne sert à rien concrètement dans le film. Il ne sert pas à grand-chose. Il est là pour un petit peu sortir Coraline de la merde parce qu'elle est plus bête dans le film que dans le livre. C'est un très bon film, regardez-le. Oui, bon, on démonte un peu le film parce qu'il y a aussi l'amour potentiellement pour le bouquin et qu'il y a cette comparaison qui est faite, ce qui fait que forcément on va vouloir préférer une version à l'autre, mais le film reste très très sympa. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il est quand même assez coloré. Il est très coloré, je trouve. Et même quand l'univers commence à partir en lambeaux, dans le film, il devient blanc. Et c'est assez surprenant pour un film qui fait vraiment peur et qui instaure une ambiance assez particulière, qui soit aussi coloré et aussi clair par un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Coraline veut, dans l'autre monde, explorer le monde, et il y a dans le bouquin cette histoire de... en fait, elle fait comme le tour de la Terre, ce monde, et donc elle va arriver à retourner dans cette maison avec les arbres qui se dégradent. Là, elle commence à arriver dans un espace qui est blanc, comme une feuille blanche, en fait. Et ça fait peur, alors qu'en soi, quand... on pense à l'horrifique, on pense souvent à ce qui est caché, ce qui est dans le noir, ce qu'on voit pas, il y a une ambiance sombre. Là, non. Là, à la fin du film, quand l'autre mère fait le plus peur, elle est dans un décor, mais qui est super coloré, je trouve, très acidulé. C'est assez particulier. Oui, c'est l'une des caractéristiques, là, pour le coup, des deux, et qui est très intéressante, et c'est pour ça qu'on s'interroge sur le fait, est-ce que c'est vraiment pour les enfants, etc. C'est pour ça qu'il y a un débat. Je pense que oui. Marie va m'étrangler quand elle va entendre cet épisode, c'est pas grave. Mais énormément de choses sont effectivement en pleine lumière et de manière très colorée, parce que finalement, Coraline, ça repose beaucoup sur du body horror. Hein. Oui. Autant le film que le livre. Oui, bah oui, c'est principalement ça même. Enfin, non, peut-être pas principalement, mais en grande partie en tout cas.
D'ailleurs, fun fact, la raison pour laquelle c'est coloré, pour laquelle on a cette esthétique qui est aussi reconnaissable et qui ressemble un petit peu à l'esthétique de Tim Burton, sauf que, eh bien, on sait que c'est pas un film qui est réalisé par Tim Burton parce que c'est un film qui est réalisé après 2001 et qui est bien. Donc ça peut pas être dans la filmographie du vieux Tim. Euh, eh bien, le réalisateur, c'est Henry Selick. Et Henry Selick, c'est le mec qui a fait l'un des meilleurs films de Tim Burton, qui n'est pas de Tim Burton, qui est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, c'est le même mec, le réalisateur, voilà, si vous voulez. Ce qui explique aussi l'esthétique générale un petit peu de Coraline et le recours au stop motion, c'est-à-dire au truc de pâte à modeler animé à la main, qui rend les monstres, je trouve, même encore plus effrayants qu'en image de synthèse, parce que du coup, ils bougent de manière bizarre. Genre l'autre mère, parce que oui, évidemment, les autres parents, c'est pas des gens très sympathiques. J'espère que ça spoil pas trop. La façon dont elle bouge, c'est... J'aime beaucoup la façon dont elle se transforme. Il y a vraiment quelque chose de. Tu sais, la pâte à modeler qui grandit là. Ouais, Ça ouais, paraît. elle s'étire. Dans le livre, elle a les cheveux qui bougent vachement. Et moi, ça, c'est un truc qui me faisait un peu. Que je trouvais ça un peu terrifiant. Ça faisait un peu gorgone. Et on l'a pas dans le film, mais on a un autre aspect. Dès le début, on voit des espèces de mains qu'on devine qui sont à elle, qui sont faites d'aiguilles. Je les trouve terrifiantes, Ouais. mais elles sont atroces. Et c'est ça, c'est que elles se transforment pas d'un claquement de doigts. Petit à petit, ça va faire de plus en plus rapide, mais l'aspect change petit à petit. C'est plus ou moins léger, et c'est assez terrifiant parce que c'est un des aspects aussi du stop motion, c'est qu'on peut changer les personnages et que l'évolution peut être plus ou moins douce. Et il y a une texture et quelque chose un peu de plus vrai. Je trouve qu'il y a moins de distance entre un dessin animé où tu vois que c'est que des images de dessin et le stop motion où en soi, techniquement, cette figurine, tu pourrais l'avoir devant toi et voir vraiment l'autre mère devant toi et avoir ses mains. C'est assez terrifiant. Parce qu'il y a un motif qui est rajouté dans le film, c'est le motif des poupées de chiffon. Et toute l'introduction du film, donc là aussi, c'est pas exactement un spoiler, mais c'est ces fameuses mains très arachnéennes qui font une petite poupée en chiffon à l'effigie de l'héroïne. Et c'est l'un des moments les plus bizarrement effrayants du film, je trouve. Et c'est les 3-4 premières minutes. Où là, vraiment, bon voilà, c'est encore une fois, on va enfin dire du bien de ce film, parce que c'est un très bon film. Voyez-le, si vous n'avez pas le courage de lire le livre, voyez le film. Mais ouais, ça fait très peur. Et contrairement à d'autres films, entre guillemets, d'horreur pour enfants, je trouve que Coraline parvient à garder ces éléments horrifiques qui font un petit peu peur jusqu'au bout. Parce qu'il y a d'autres films où qui n'y arrivent pas. Enfin, un autre film que j'ai vu avec Marie, sur lequel on se dispute aussi, moi je trouve qu'un autre film comme Monster House, qui date à peu près de la même époque. Ah non, pardon. Le film Coraline, c'est un peu plus tard. Mais Monster House, c'est 2005-2006, c'est en image de synthèse, et les 20 premières minutes du film peuvent faire peur, il n'y a aucun souci. Mais le principe de Monster House, c'est il y a une maison, elle est hantée, mais c'est directement la maison le monstre. C'est la maison qui mange les gens. Et au début, il y a vraiment des trucs, des mises en scène avec la lumière et tout, qui sont effrayantes. Il y a aussi quelques modèles de personnages, parce que c'est les images de synthèse de 2005 qui font vraiment très peur. Mais ça, c'est pas fait exprès, je crois. Et puis après, après ça devient juste des montagnes russes, en fait. Et ça devient plus rigolo, mais beaucoup moins effrayant. Voilà. Alors, antérieur que j'ai, qui a vu ce film plus jeune, n'est pas d'accord avec toi. Moi, il me terrorise et je n'ai jamais osé re-regarder le film. Moi, je sais qu'il m'avait un peu trauma. Alors, je sais qu'à la fin, il y a un côté désamorçage. Après, j'ai une bonne partie de ma mémoire qui a effacé des éléments de ce film. Donc, je sais qu'il y a le côté désamorçage. Et heureusement qu'il y a ça. Parce que je pense que quand tu es enfant et que ta mère t'amène au cinéma en te disant « Viens, on va voir un film chouette », et que tu te retrouves à ça alors que tu aurais pu voir je sais plus quel Ghibli. Je crois qu'à la même période, je crois qu'il y avait Pogno sur la falaise, donc un truc qui fait moins peur et qui est Oui. très très beau et génial à voir. Et on t'amène voir ça. Heureusement qu'il désamorce à la fin. Ah oui, non, mais tu as perdu beaucoup. Bah après, quand tu le revois en tant qu'adulte, moi, quoi, je ne l'ai vu qu'en tant qu'adulte. Marie, en plus, elle l'avait vu dans son enfance aussi, mais très très tôt. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait 6 ans.
Un truc comme ça. Et pour le coup, 6 ans, c'est trop tôt. C'est clair et net, ça doit être terrifiant pour un enfant de 6 ans. Mais quand tu le revois en tant qu'adulte, en toute sincérité, le plus effrayant, c'est la grossophobie et le racisme dans le film, quoi. Genre vraiment, notamment la grosse... C'est chaud, hein. Waouh. Tu parles de la femme, non? Ah non, mais même du personnage de l'enfant gros J'ai complètement oublié. qui fait des blagues, enfin, où vraiment c'est le comic relief parce qu'il est gros, et tout le monde le méprise parce qu'il est gros, et il est bête parce qu'il est gros. Enfin, vraiment, c'est... Waouh, ça va pas. Ça va pas du tout. Je pense qu'on a fait le tour avec Coraline, et je vous propose de passer d'un média à l'autre complètement. On va parler d'une série finalement strictement audio, qui à l'heure actuelle est sur YouTube. On va parler de Calls. Calls, C-A-2-L-S, comme des appels en anglais, qui est une série, alors malgré son nom qui est en grande partie francophone, il y a juste une partie des voix qui sont assurées en anglais parce que certains personnages sont aux États-Unis et donc parlent avec des personnages américains. Mais c'est une espèce de série audio d'horreur, finalement. Casper, c'est en grande partie ta contribution, donc je t'en prie, introduis-nous Calls. Alors, je vais vous introduire Coles comme on l'a introduit dans ma vie. C'est-à-dire que pour ce podcast, on voulait partir donc de ce qui nous a fait peur plus jeune. Et Coles, on me l'a mis entre les mains, entre guillemets, en me disant, j'étais au collège déjà, donc plus jeune, et on m'a dit, ouais, écoute ça, ça fait super peur. Par contre, tu dois l'écouter dans le noir. Il faut que tu sois enfermé tout seul, etc. En mode à minuit, si tu peux. Vraiment, ils te mettent dans une ambiance. J'ai voulu jouer le jeu, j'ai pas réussi. Je l'ai écouté le lendemain matin avec la lumière parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le sonore. Alors Calls, donc le premier épisode, il y a des voix anglaises, mais chaque épisode est indépendant. Il y en a 8 ou 9 pour la première saison. Au fil de la saison, il y a quelques épisodes qui vont se relier, mais les premiers ne sont complètement indépendants. On va parler surtout de l'épisode 1 qui se passe donc à la fois en France et aux États-Unis, où la première conversation téléphonique se passe entre un jeune homme et une jeune femme qui, on comprend qu'ils ont une relation à distance. Et ça montre bien la particularité de Calls, donc qui est une série de podcasts, donc en audio. Et il faut savoir que on est un peu introduit dans la vie de tous les personnages de façon un peu voyeuriste, parce qu'on n'a que via des appels, que des choses audio qui enregistrent l'audio. Donc on a appel, on a répondeur, on a radio, on a même un babyphone dans un épisode. On a aussi les micros d'acteurs qui sont en train d'essayer de fuir quelque chose dans un épisode bien plus tard. Donc c'est toujours via une tierce machine. C'est-à-dire que c'est pas comme des podcasts audio où tu es dans l'histoire et non, là il y a une explication de comme si on retrouvait ces audios et qu'on nous les présentait. Et je trouve que c'est un des trucs qui me faisait le plus peur. Et moi, je trouve que ce qui fonctionne pas mal, alors déjà, je fais partie de ceux qui n'ont écouté que l'épisode 1. J'ai eu le temps que d'écouter l'épisode 1, et déjà, l'acting, top notch. Genre, si je dois absolument pinailler, je dirais que du coup, on entend un petit peu que les personnages américains ne sont pas américains, qu'ils sont quand même extrêmement français, et qu'ils ont... ils speak English trop good, quoi, un peu. Alors, non, c'est pas vrai. Ils ont un accent qui est parfaitement acceptable. Simplement... Effectivement, j'ai du mal à croire qu'ils viennent de New York. Mais l'acting est extraordinaire. Et c'est un mode de narration qu'on retrouve pas mal dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo d'horreur, on retrouve toujours des enregistrements audio ou des journaux, machin, etc. Mais je trouve que dans Calls, ça fonctionne mieux, justement parce qu'il y a un côté, on est des espions de la CIA. Et donc, en fait, on est plus en direct. Et ce côté, on est en direct, on est en train de vivre les choses de manière extrêmement partielle parce qu'on n'est que par l'audio en direct, c'est ce qui marche vraiment super bien avec moi. Et c'est évidemment porté par un acting qui est dingue. Vraiment, ils sont vraiment très très bons, les acteurs. Okay. Donc dans mes années de collège, je crois que j'étais tombé dessus absolument par hasard sur YouTube. Et du coup, j'avais enchaîné la saison en une seule fois, je crois, parce que j'avais adoré. C'est vraiment très prenant. Et c'est comme tu disais, Ludo, t'as que l'audio et du coup t'es vraiment dedans, mais partiellement, et ça s'enchaîne tout seul. Et t'es dedans et tu peux pas en sortir, ça te prend aux tripes un peu. Et il y a des épisodes qui font vraiment
où il y a un suspense qui t'accroche et ça fait vraiment très très peur. Bon, il y a un épisode avec un clown tueur, évidemment, parce qu'il y a toujours un épisode avec un clown tueur. Mais celui-là, il est vraiment magnifique. Enfin, magnifiquement horrifique plutôt. Et voilà. Mais c'était du coup, ouais, c'était vraiment une très bonne expérience. Mais pour le coup, j'avais regardé genre à 14h entre les cours. Moi, j'ai pas eu cette chance parce qu'on m'avait convaincu de le faire dans le noir et j'ai pas aimé. Mais c'est vrai que en plus, c'est ça, c'est on est placé donc c'est dans une place qui est assez particulière, donc de voyeuriste un peu, parce qu'on s'incruste dans ces vies-là. Par exemple, pour l'épisode du clown tueur, donc c'est pas vraiment un spoil parce que c'est le début. En gros, c'est une nana qui appelle le 18 parce que sa fille ne rentre pas de l'école ou je sais pas quoi, et il y a des sous-entendus comme quoi il se passe quelque chose actuellement en ville, qu'il y aurait un mec qui rôde, etc. Et donc il y a cette inquiétude. Sauf que ça se passe pas bien chez la nana. Au final, c'est pas sa fille qui a des soucis, mais elle. Et elle se fait embarquer et on suit au travers du téléphone avec les bruits même du kidnapping et de tout ce qui va se passer ensuite. Et de juste la meuf du 18 qui est en mode en train d'essayer de parler à ses collègues, en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, en train d'essayer de gérer la situation. Et on peut rien faire en fait. On est juste là à entendre cette nana en train de vivre des trucs horribles et on peut rien faire. Et c'est un peu ça dans tous les épisodes. Un de mes épisodes qui m'a beaucoup marqué, mais qui est moins horrifique, je trouve, c'est l'épisode 5 qui se passe en fait qu'avec des répondeurs téléphoniques. En gros, on nous explique que, là c'est un des seuls épisodes où il y a quelques petites phrases avant l'épisode. On explique comme quoi il y a un gars qui a été retrouvé à bord d'une voiture volée et dans le coffre, il y a le cadavre de l'actuel copain de son ex. Donc vraiment, il est dans une merde noire. Et les seuls éléments que la police a de réellement concret pour refaire la nuit, c'est que des répondeurs, des messages sur répondeur. Et là, c'est dans le désordre total parce qu'on a le répondeur de chaque personne, avec à chaque fois l'heure qui s'affiche. Et voilà. Et en fait, c'est à nous de se dire, ah ben ça s'est passé au même moment que le répondeur de telle personne, et d'essayer de remettre tout en place. Et c'est plus policier là, par contre, que horrifique. Oui, du coup, tu es totalement à la place des enquêteurs, hein, puisque c'est toi, tu dois finalement, avec ton petit carnet, faire exactement la même démarche qu'eux pour réussir à suivre l'histoire, quoi. C'est ça. Et micro spoiler alerte, il y a un épisode suivant où en soi, il y a des éléments de réponse. Parce que techniquement, on te dit pas la réponse. Tu te doutes de ce qui s'est passé, mais t'as pas de réponse. Et il y a un épisode, heureusement, qui t'apporte quelques réponses, mais pas tous. Vraiment des toutes petites réponses. C'est assez frustrant. Et donc, ça laisse vraiment une énorme part. Cette série laisse une énorme part à l'imagination, en fait. Tu t'imagines ce que tu veux et tu mets ce que tu veux. Si on revient à l'épisode 1, il y a une histoire de truc qui apparaît mutuellement dans les vies de chacun. Ouais. Et on ne sait pas ce que c'est en fait. Et on a le droit d'imaginer ce qu'on veut. Et je trouve ça assez prenant et je trouve ça horriblement flippant. Ah oui, pour le coup, l'épisode 1 fonctionne vachement bien. Nous avons donc vu finalement un livre pour enfants et un film pour enfants d'horreur traumatisant. Nous avons vu un podcast d'horreur qu'on peut découvrir finalement un peu trop tôt, mais il y a des traumatismes infantiles qui sont potentiellement plus étonnants, puisque finalement, quand on dit aux gens Studio Ghibli, les gens se disent « Waouh, super, des petites filles qui sauvent le monde dans des paraboles écologistes, trop bien, trop wholesome, trop mignon ». Et pourtant, nous allons parler maintenant du voyage du Chihiro et du traumatisme qui s'en est ensuivi pour Marius. Marius, Alors, oui. parle-nous de Miyazaki, Marius. Eh ben, écoute, moi, le voyage de Chihiro, je crois que c'est le premier Ghibli que j'ai vu. J'ai un doute avec Nausicaa, mais Nausicaa m'a pas fait peur pour le coup, j'ai vraiment adoré celui-là. Mais je l'ai vu quand j'étais petit, donc je vais avoir genre 5 ou 6 ans. Et pour le coup, ça m'a terrifié. Parce que il y a tout ce qui. Enfin, dans le début, au moins du film, il y a tout ce qui peut faire un bon film d'horreur. Tu as le passage dans un autre monde. Tu as les parents qui se changent en cochons. Tu as le sans âme, enfin le sans visage. Tu as Yubaba, la sorcière, qui est terrifiante. Tu as son bébé qui est un bodybuilder, il fait 3 fois la taille de The Rock, c'est effrayant. The Rock est effrayant, hein, des fois. Oui, mais il ressemble à un gros nounours quand même. Et après, tu as tout cet univers qui est très sombre, où il faut pas faire de bruit, et tu as des choses qui sont aussi très terrifiantes et qui parlent pas forcément à des enfants, mais qui parlent beaucoup à leur inconscient, genre la perte du nom qui va changer, elle peut même plus se nommer, elle retrouve pas ses parents. Enfin, tout va mal au début et ça m'avait terrifié. Et même plus loin dans le film, le sans-visage qui commence à bouffer des gens à la pelle en leur donnant de l'or pour les manger après.
D'ailleurs, ce film est vraiment terrifiant dans le terme du capitalisme, hein, parce que la gamine, elle a 6 ans, ou 10 à peu près, et il faut qu'elle travaille pour pouvoir vivre, sinon elle doit rester là à tout jamais. Ah oui, non, mais camarade Miyazaki, voilà, si nous avons des gens de droite qui nous écoutent, malheureusement, Miyazaki fait partie de ces auteurs, vous pourrez dire ce que vous voulez, il a toujours été woke. Vraiment, je suis désolé de vous le dire, ça fait partie du sens de base de ces films. Pardon. Il y a de bons films de droite, mais ceux de Miyazaki n'en font pas partie parce qu'ils ne sont pas de droite. Autre que ce côté capitalisme, je trouve qu'il y a aussi un truc très intéressant, c'est toutes ces règles qui sont sous-entendues, mais qui, elle ne sait rien, et nous aussi, on ne sait rien. On est comme elle. On est embarqué dans ce monde et on découvre tout en même temps qu'elle. Et là, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Et un autre truc qui est assez inquiétant, c'est que la pauvre gamine, bon, déjà, elle déménage, mais bon, ça, malheureusement, il y a plein de gens qui doivent déménager et tu n'y peux rien. Mais quand ils arrivent devant ce tunnel, jusqu'à qu'ils commencent à manger, ses parents, elle passe son temps à leur dire mais on peut pas partir. Elle n'aime pas cet endroit, elle n'arrête pas de le dire. Elle est en mode papa, maman, on part, on part. Et le père qui est en mode non mais je suis là, j'ai mon portefeuille, ça passe. Non, ça passe pas, ta gamine elle est juste terrorisée, tu peux pas t'en aller. Et il l'écoute mais pas du tout. Et sa pauvre gamine, c'est comme ça qu'elle va se retrouver à cause d'eux dans cette situation en fait. Elle n'a rien fait pour être dans cette situation. Il y a, par exemple, dans le voyage de Totoro, avec Voyage de Totoro, génial, c'est pas le bon nom. Dans Totoro, tout court, les gamines, c'est elles qui vont dans cette forêt, c'est elles qui vont découvrir ça, c'est elles qui vont s'embarquer là-dedans. Là, Chihiro, elle n'a même pas voulu ça, elle voulait même pas déménager. Et elle se retrouve là-dedans. Et c'est assez terrifiant. Et autre que le sans-visage, avant, il y a un esprit qui pense que c'est un esprit putride, c'est l'espèce de tas de boue qui arrive. Et au final, elle arrive à l'aider et il est en mode trop content. Il fait peur, hein. C'est un espèce de visage squelettique de vieux avec plein de rides qui la regarde et qui dit merci, mais même ce merci est terrifiant. Et comment il part, c'est terrifiant. Alors que techniquement, il n'a rien fait de mal et même lui, il était en mode, il lui donne un truc qui va l'aider plus tard. Mais il est terrifiant, cette aide est terrifiante. C'est comme, il y a même des éléments qui ne paraissent rien, mais à un moment, il y a donc un dragon. À coup, donc le dragon qui se poursuit par des petits trucs en papier. Mais ils sont vénères, les trucs en papier, quand même, pour un truc que tu regardes quand t'es enfant. Oui, bah, les gens. Puis de toute façon, les gens qui ont pas peur des trucs en papier se sont jamais coupés avec du papier. Voilà. C'est tout. Mais oui, non, en fait, ouais, dans ce film, tout est vraiment terrifiant. Et le seul moment qui est vraiment pas terrifiant, c'est vers la fin du film, quand ils vont chez la sœur de Yubaba pour lui rendre son charme magique, je crois. Ouais, son tampon. Là, ça va, c'est calme. Et après, le sans-visage, il trouve une maison et tout, il est content et c'est bien. Happy end, youpi. Mais sinon, oui, tout est terrifiant. Et pour la simple et bonne raison que le voyage de Chihiro, ça veut être un conte. Et un conte, par définition, ça comporte des éléments terrifiants. Oui, bah en fait, voilà, j'avais plein d'éléments j'allais dire d'intertextualité parce que je suis je suis prof. J'avais plein d'éléments à mettre en relation avec ça. Parce qu'effectivement, le voyage de Chihiro, moi, du coup, avec un titre pareil, avec le fait qu'elle se balade dans ce monde qui n'est pas le sien, en partant du sien, et qu'elle fait tout pour finalement récupérer sa famille, il y a un petit côté, voilà, le l'être classique en moi dit « Ah tiens, c'est marrant, c'est comme l'Odyssée avec une gamine de 7 ans ». Et il y a un peu de ça, parce que l'Odyssée, quand tu y réfléchis 2 secondes aussi, tu peux en faire un film d'horreur, hein. C'est un mec, il est très fort, il est très malin, mais globalement, il est normal. C'est un des rares héros grecs qui ne soit pas directement le fils d'un dieu en plus. Et il passe son temps à affronter des trucs beaucoup trop gros. Enfin, l'Odyssée, si t'en fais un jeu vidéo, c'est un survival horror, hein. Et le voyage de Chihiro, il a un peu cette vibe-là. Et il a d'autant plus cette vibe-là que j'ai l'impression qu'il fait partie de ces Ghibli qui sont un peu... c'est plus des Ghibli de trajectoire personnelle, un petit peu comme Porco Rosso. Ça, t'as énormément de Ghibli, c'est souvent des personnages jeunes qui sont confrontés à une forme de corruption du monde par les adultes ou en raison du passé fait par les adultes et qui essaient de rendre leur monde à eux de nouveau habitable. Là, c'est pas ça. C'est Chihiro, elle est pas chez elle. Elle veut se casser, mais elle peut pas, ses parents, c'est des cochons. Donc on est sur une trajectoire narrative légèrement différente. D'ailleurs, le fait que ce soit la faute de ses parents, j'ai envie de dire, entre Coraline et Chihiro, là, on a un bon combo parents irresponsables aujourd'hui. Mais un autre parallèle entre Coraline et Chihiro, c'est la couleur et la lumière. Il y a beaucoup de lumière. Il est super beau, le film. Oui. Il est très lumineux, mais les jeux de lumière et même de transparence et de créatures, même toutes les créatures, elles sont
il y a même un côté un peu d'émerveillement quand on voit tous ces esprits qui arrivent. Et pourtant, c'est terrifiant. On a toujours ce combo-là. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure des avantages, du stop motion qui donnait des animations un petit peu bizarres pour les monstres. Mais voilà, ce qui est super avec le studio Ghibli, c'est que là aussi, la façon dont les esprits, les démons, les monstres bougent, les personnages non humains de manière générale bougent dans le voyage de Chihiro, indique bien que ce ne sont pas des êtres humains et peut-être participe ce côté vallée de l'étrange qui peut nous faire peur, surtout si on voit ce film trop tôt dans notre vie. Oui. Et après ce détour par l'animation, ce détour un petit peu, j'allais dire wholesome, mais je ne sais pas comment le traduire en français. Tant pis, c'est pas grave. On va boucler notre boucle et revenir à un roman d'horreur célèbre qui a eu droit à une non moins célèbre adaptation. J'aimerais qu'on parle de Shining, respectivement de Stephen King et de Stanley Kubrick. Alors, il faut savoir que c'est moi qui vais l'introduire parce que, pour le coup, Shining, je l'ai lu, j'avais 14-15 ans. Et de la même façon que Casper a découvert Calls de la meilleure des manières, moi j'ai découvert Shining dans la maison de feu mon arrière-grand-père, un soir d'intempérie. Genre il y avait un vent et la pluie qui battait les fenêtres, quelque chose de violent, dans une chambre isolée même à l'intérieur de la maison, à côté de la chaudière au fioul qui faisait des bruits chelous. Voilà, et j'ai fait l'erreur de commencer ce livre peu après le repas, et donc j'ai ouvert ce livre à 21h, et en fait je l'ai refermé à 4h30 du matin quand je l'ai eu terminé, parce qu'il m'était impossible d'aller dormir. Et ce livre m'a traumatisé au point que, alors que j'ai vu et entendu des dizaines et des dizaines d'analyses du film de Kubrick qui expliquent à quel point le film est différent du livre, à quel point Stephen King aimait pas du tout l'adaptation qui en avait été faite par Stanley Kubrick. Voilà, je connais même des anecdotes de tournage du film et tout. C'est un film qui me fascine, mais de loin, j'ai toujours refusé de le voir. Ce n'est pas possible. Voilà, Coraline, c'est un petit peu un traumatisme, mais c'est un traumatisme gentil. C'est un traumatisme qui m'a fait dire, tu vois, quand j'ai vu ensuite des livres de Neil Gaiman plus tard dans ma vie, genre ah oui, trop cool, je vais lire ça. Shining, bon, j'ai pas lu de Stephen King pendant 6 mois après. Hein. C'était compliqué. Et même, je me suis réconcilié avec Stephen King parce qu'ensuite j'ai lu Cimetière que j'ai pas aimé, mais que j'ai aussi trouvé très très chiant. Du coup, ça m'a revacciné et ça m'a fait bon, ok, ça fait pas toujours peur, je peux lire d'autres livres de lui et voilà. Qui de vous deux l'a lu, qui de vous deux l'a vu, qui veut en parler? Eh bien, moi, j'ai fait tous mes devoirs quand j'étais jeune parce que je l'ai lu, puis je l'ai vu. Et bon, alors moi, du coup, c'était pas mon premier Stephen King. Et je l'ai lu à quoi? J'avais genre 16-17 ans. Et en vrai, j'ai bien aimé. Je suis pas quelqu'un qui craint vraiment l'horreur dans les bouquins, mais effectivement, il fait peur. Notamment le personnage de. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Jack. De Jack, voilà, Jack qui vire fou petit à petit, c'est vraiment excellent. Et après, mais j'adore cette esthétique de un hôtel tout seul dans les montagnes avec un bal de fantômes, c'est génial. Mais pour le coup, je suis totalement d'accord avec Stephen King. Je préfère largement le livre au film. Je trouve que le film est vraiment différent et il y a beaucoup, mais beaucoup moins de choses dedans. Eh bien, moi, je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas lu le livre et j'ai vu le film assez récemment. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans et j'en ai 22, donc à la vingtaine, quoi. Et surtout, c'est que j'avais commencé à le voir et il m'avait fait peur. Je sais que j'avais vu plein d'extraits, il me faisait peur. Et comme j'avais très très envie de le voir parce qu'on n'arrêtait pas de m'en parler du bien, j'avais vu beaucoup d'analyses avant pour essayer de prendre un espèce de recul sur le film pour pas en avoir trop peur. Bon, il m'a quand même fait un peu peur. Mais je le trouve super intéressant. Et j'aime beaucoup d'éléments de ce film, mais de comment il était construit, comment il a été filmé, comment... Même par exemple, il y a la question du miroir qui est très très intéressant dans ce film. Et après aussi, l'évolution des personnages est intéressante. Et ce que vous m'en dites, ça me donne presque envie de lire le livre, alors que je ne suis pas du tout fan de lire de l'horreur. Et vous me donnez presque envie de le lire, en fait. Le livre est vraiment bien parce que c'est... alors, comment dire? Le film,
j'ai l'impression, mais je ne peux pas en dire trop parce que je ne l'ai pas vu, mais le film est beaucoup plus directement un film d'horreur qui s'en tient, qui utilise des procédés très filmiques, des procédés très visuels pour faire sa propre sauce dans l'horreur, qui est une sauce qui est assez particulière parce que si vous regardez n'importe quel extrait de Shining de Stephen King, notamment, c'est une horreur qui repose très très peu sur l'obscurité, ce qui est assez intéressant. Tandis que le livre, comme beaucoup de romans de Stephen King, c'est aussi une étude de personnage. Dans Stephen King, le surnaturel est un prétexte à voir comment des personnages évoluent et se confrontent à ça. De ce point de vue-là, c'est très c'est un peu réminiscent, pas exactement de Coraline, mais le surnaturel est toujours révélateur des défauts des personnages, des défauts qui sont supposés corriger pour parvenir à survivre. Je sais pas s'il y a ça dans le film. Dans le film, pour le coup, j'ai vraiment pas trouvé, parce que dans le livre, il y a vraiment ça. Il y a vraiment Jack qui devient fou. Il y a Danny, c'est ça le petit ? Oui. Il y a Danny qui voit des fantômes avec, je sais plus comment il s'appelle, celui qui le protège. C'est le monsieur qui est derrière la radio au fin fond d'un chalet. Oui. Voilà, si ça peut resituer, même si c'est pas son nom. Mais après, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas comparer. Mais effectivement, il y a un peu une évolution pour la daronne, je trouve, qui... Voilà, après ce qui s'est passé, on la voit avant et après, toujours une même rencontre quand elle revoit le monsieur là, derrière la radio. Il y a une évolution. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution de personnage, mais je sais pas à quel point elle l'est par rapport au livre. Et par contre, pour rebondir vite fait sur ce que tu disais, Ludo, oui, effectivement, visuellement, il est extrêmement construit. Ce film, le moindre cadrage, le moindre point de vue, même le moindre objet qui peut disparaître, apparaître, c'est pas pour rien en fait. Et c'est très très construit. Après, il y a de l'analyse de personnages. J'ai l'impression, là, pareil, que l'un comme l'autre, c'est aussi l'histoire de finalement deux mecs violents. Hein. Jack, dans les deux versions, c'est foncièrement des mecs violents. C'est dans leur backstory à eux deux, le fait qu'ils aient pété le bras à Danny, un moment où ils se sont énervés parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer le Shining. C'est deux anciens alcooliques et donc aussi violents en partie à cause de ça. Et donc, Stephen King joue à fond on finit toujours par être rattrapé par son passé, ses addictions, etc., etc. Et passer au-delà de ça, ça implique aussi le fait d'accepter que potentiellement il y a des rechutes. Je pense que c'est ça véritablement la tragédie du personnage de Jack dans le roman, c'est que c'est quelqu'un qui, entre guillemets, au début du roman, a fait une partie de ses devoirs pour aller mieux, et qui, dans ces circonstances-là, confronté à ces phénomènes-là, l'esprit de l'hôtel, en fait, trouve le moyen d'exploiter cette faiblesse au-delà de laquelle il n'a pas encore réussi à totalement passer. Dans le film, c'est un petit peu différent parce que il est joué par Jack Nicholson. Du coup, on a un peu l'impression que c'est un psychopathe dès le premier plan, quoi. Parce qu'il est joué par Jack Nicholson. Genre, vraiment, je pense que si tu demandes à quelqu'un de juste imaginer la tête d'un serial killer à partir des clichés qu'on véhicule sur ce qu'est un serial killer, il aurait la tête de Jack Nicholson. Le seul truc qui est rassurant avec Jack Nicholson, c'est que la plupart des serial killers ressemblent à des gens normaux, mais pas Jack Nicholson. Vous voyez ? Mais ouais, pour le coup, je suis d'accord. Et surtout dans le film, je trouve que on voit beaucoup moins la présence de l'hôtel, enfin l'influence que l'hôtel a sur Jack, justement. L'influence de l'hôtel dans le film, c'est des apparitions, c'est des choses qu'ils vont voir mutuellement. La vieille dans la baignoire est quand même terrifiante. Mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément directement se dire « Ah, c'est l'hôtel ». Non, l'hôtel est habité par ce genre de choses. Moi, je me serais plus dit ça en disant il est hanté, il y a plein d'esprits, il y a plein de choses. Il y a les deux gamines là, qui sont aussi très très flippantes, là, les deux jumelles. Il y a aussi le coup de l'ascenseur qui déverse du sang. Il y a plein de choses qui arrivent, mais on ne se dit pas forcément c'est l'hôtel. On se dit il y a des trucs dans l'hôtel. On ne se dit pas directement ouais, c'est l'esprit de l'hôtel. Effectivement, on perd ça. Parce que l'un des éléments importants du roman, c'est que comme c'est un roman, on a accès au monologue interne de plusieurs personnages. On a le monologue interne de Danny, on a le monologue interne de Wendy, et on a le monologue interne de Jack. Et finalement, un des aspects les plus terrifiants véritablement du livre, c'est l'évolution du monologue interne de Jack. C'est petit à petit, il y a des trucs. Et je
pense que quand on le relit une deuxième fois, on voit peut-être ça apparaître de manière encore plus graduelle. Là où dans le film, on a Jack qui est joué par Jack Nicholson, qui fait peur parce qu'il est joué par Jack Nicholson. Et le seul moment, vous qui avez vu le film, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que justement, il n'y a que quand il parle au fantôme avec les miroirs qu'on a véritablement accès au fond de sa pensée et où on voit qu'il débloque. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu plus soudain dans le film. J'ai vraiment l'impression qu'il devient un monstre assez vite, quoi. Bah, il y a quand même une progression, mais elle est beaucoup plus rapide que dans le roman, oui. Je sais pas par rapport au livre, mais il y a une progression. On me fait signe à côté, je suis complètement d'accord, de la machine à écrire. Le truc avec la machine à écrire où il doit écrire ce roman et que tu le vois petit à petit taper, cling, cling, et vraiment commencer à potentiellement petit à petit péter un plomb. Et à des moments dans le film, on a presque envie de justifier ça en disant mais ça se comprend, il en a marre, il essaie de travailler, il n'y arrive pas et on n'arrête pas de venir l'embêter. On peut comprendre, vite fait. Bon, ça justifie pas tout, mais tu peux jouer encore avec la limite et je suis après pas, ça part en vrille. j'ai encore tapé sur personne. Pourtant, il faut que j'écrive ma thèse. Merci Ludo. Merci Ludo de ne pas te transformer en Jack Nicholson. Ouais, en même temps, voilà, je ne suis pas joué par Jack Nicholson. Du coup, ça va. Mais il y a une gradation qui doit être moindre que dans le livre où on a accès à ses pensées, mais elle y est. Après, c'est ça, c'est qu'en soi, on peut aussi se dire un humain lambda a le droit aussi de péter des plombs quand en avoir marre d'un truc, quand tout le monde revient, mais ça justifie pas tout le reste. Bah après, il y a des histoires d'échelle et il y a des histoires d'auteur. C'est-à-dire que bon, Shining, le film, c'est le film de Stanley Kubrick qui a ses propres complexes d'artiste, notamment un perfectionnisme qui est carrément toxique, notamment pour ses acteurs, notamment pour ses actrices. L'actrice qui joue Wendy, elle en a pris plein la gueule. Mais en fait, c'est terrifiant. Quand on voit des images du tournage, en fait, ça fait mal au cœur et ça donne presque envie que le film n'existe pas, en toute sincérité. Tandis que dans le livre, Stephen King, c'est quelqu'un qui met beaucoup de lui-même dans ses romans, et de fait, après Shining, apparemment, nous a-t-on dit hors micro, il est allé en cure de désintox après, parce que il y a une raison pour laquelle énormément de personnages principaux de Stephen King sont des écrivains qui vont pas bien, qui généralement sont alcooliques ou anciennement alcooliques. Voilà. Oui, en fait, il le dit, il l'écrit dans son livre autobiographique qui s'appelle Écriture, je vous le conseille d'ailleurs, qu'effectivement, quand il a fini d'écrire Shining, il a fait « Ah, c'est moi, ok, maintenant je vais en cure et je me calme. Et j'arrête mes conneries. » Et après, il s'est calmé, effectivement, il a arrêté ses conneries. Voilà, maintenant, il a suffisamment d'emprise sur lui-même pour s'engueuler avec Elon Musk directement sur Twitter. Oui. Au moment où nous parlons, une guerre est déclenchée entre Stephen King et l'homme le plus riche du monde. Je pense qu'on a fait le tour de la question, parce que toute conversation qui finit par dériver sur Elon Musk doit se terminer au plus vite. Mais du coup, je dirais que si vous avez aimé Shining, je vous conseille d'aller lire ou regarder Dr. Sleep, qui est la suite, et qui est assez bien. Dr. Sleep, le film est avec Ewan McGregor, si je ne me trompe pas. Oui, donc regardez-le, parce qu'il y a Ewan McGregor dedans. Ewan McGregor est beau. Voilà. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Nous espérons que cet épisode hors série d'Au clair de la lune vous aura plu. Nous, en tout cas, on s'est bien amusé à le faire, puis ça impliquait moins de travail que d'habitude, donc on est plutôt content. Sur ce, nous vous souhaitons, avec beaucoup de retard, c'est ma faute, j'étais malade, un bon Halloween, une bonne rentrée des vacances de la Toussaint, si vous étiez en vacances. Lisez, écrivez et faites des trucs. Oui. Et n'ayez pas peur du noir.